Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Laurent Topin, directeur de projet chez Ecov. On va voir comment réinventer un système routier capable d'accueillir un usage partagé du véhicule autonome, bref, du covoiturage sans chauffeur. On va débattre autour des enjeux d'épargne solidaire et durable alors que 51% des moins de 35 ans privilégient la rentabilité de leur placement, urgence économique ou responsabilité sociale. Le choix est cornélien. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Origine L, une application dédiée aux familles et aux proches d'enfants autistes. Mobilité, épargne, santé, 3 univers et 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Laurent Topin, heureux de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes donc directeur de projet chez Ecov, que vous venez de rejoindre après 20 ans de carrière chez Renault. On va évidemment parler véhicule autonome, ce projet pour lequel vous avez rejoint Ecov, mais peut-être faut présenter l'entreprise en quelques mots. En quelques mots, Ecov, c'est une jeune pousse créée en 2014 qui développe et met à disposition des collectivités des lignes de covoiturage. C'est-à-dire une façon différente d'approcher le covoiturage. Au lieu de juste mettre en relation un conducteur et un passager avec un logiciel informatique, on crée des flux de sièges libres autour d'arrêts dans des territoires. Un peu comme des arrêts de bus, quoi. Des arrêts de bus, absolument. Ouais. Et une fois qu'on a la certitude qu'il y a un flux de sièges libres suffisant, finalement, un passager, il peut monter dans ce flux de sièges libres sans avoir à planifier à l'avance. Et ça fait toute la différence. Ça permet au covoiturage de devenir une réalité au quotidien, dans les déplacements domicile-travail. Et dans des zones de population moins dense, zones rurales ou périurbaines. Ouais. Voilà. Et donc, ça complète l'approche traditionnelle du covoiturage qui marche mieux sur la longue distance. Ouais. Quelques chiffres, 36 lignes de covoiturage, plus de 15 000 inscrits sur les différents services, 80% des trajets effectués par d'anciens autosolistes, 1 500 € économisés en moyenne par un usager régulier sur un an. Et puis ça, c'est important aussi, 5 minutes d'attente en arrêt aux heures de pointe. Donc ça, c'est vraiment la démonstration du fonctionnement. Les clients d'Ecov sont les collectivités locales ? Oui, alors Ecov intervient, les clients d'Ecov sont avant tout des collectivités, et ensuite Ecov a des usagers, mais c'est beaucoup plus le modèle d'affaires d'un groupe de transport comme la RATP ou Keolis. Ensuite Ecov intervient soit en marque propre, soit en marque blanche, soit même en prestataire d'entreprises de mobilité. Est-ce que vous diriez, on va rentrer vraiment dans le détail de ce que vous allez faire chez Ecov, mais que vous poursuivez la mission qui était la vôtre chez Renault, c'est-à-dire développer la voiture autonome? Absolument, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Ecov. Avant, ma mission dans la vie, c'était de faire advenir cet objet merveilleux qu'est le véhicule autonome, mais très vite, je me suis rendu compte que finalement, il répondait à peu ou pas de véritables questions du moment. S'il y a une question qui est importante et urgente, c'est bien celle du changement climatique. Il faut qu'on décarbone les transports, en tout cas c'est ce que la France a décidé de faire. Si on veut le faire d'ici 30 ans, il faut réduire de 8% par an le CO2. Et le véhicule autonome, il arrivera trop tard pour ça. En gros, ça va prendre encore du temps. Une autre grande question, à mon sens, c'est qu'on manque de place dans les villes, on manque d'espace public pour faire des nouvelles voies de communication. C'est pour ça qu'on creuse sous terre pour faire des trains. Et finalement, le véhicule autonome, il ne répond pas vraiment à cette question-là. Parce que c'est quoi la différence entre un bouchon de véhicule normal et un bouchon de véhicule autonome? Donc il faut le remplir, ce véhicule autonome. Voilà. L'idée, c'est de le transformer en transport collectif. Exactement. Donc il y a un consortium de professionnels de la mobilité qui s'est créé, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est d'inventer, parce que c'est pas seulement le véhicule lui-même, c'est l'infrastructure qui va l'accueillir, c'est ça? Absolument. Donc l'idée d'abord, c'est de repartir du problème et pas de la solution, censée être le véhicule. Et c'est de faire en sorte que le véhicule autonome, ou en tout cas des technologies d'automatisation, elles réduisent plus vite le gaspillage énorme de sièges libres qu'on a, et puis des mètres carrés d'espace public, et en plus qu'on puisse le faire avec des véhicules qui restent en gros pas trop chers,
que tout le monde puisse s'acheter. Et c'est cette question qu'on s'est posée avec plusieurs entreprises, certaines du service, certaines de l'infrastructure, d'autres de l'automobile. Et ce faisant, on est arrivé à des solutions un peu différentes. Alors c'est quoi il y en a une dont on a parlé, c'est-à-dire que la voiture se transforme en minibus en quelque sorte. Alors la voiture, en fait, nous on pense qu'elle continuera à exister encore. Et parce que, en gros, dans les territoires périurbains, semi-ruraux, il n'y a pas d'autre alternative. C'est vraiment l'objet le meilleur. Et en plus, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui peut poser problème. Nous, on est parti de 2 constats qui nous ont fait arriver à une solution un peu différente. La première, c'est que le véhicule autonome, il va probablement arriver, il arrive déjà par domaine d'usage de complexité croissante. En fait, ça fait très longtemps qu'il existe le véhicule autonome. Le premier véhicule autonome, c'est probablement l'ascenseur, 19e siècle. Alors évidemment, c'est à peine un véhicule autonome, mais au départ, il y avait des conducteurs de véhicules autonomes, puis on les a enlevés. Alors, pourquoi on a pu le faire là-dessus? C'est parce que le domaine d'usage, il est simplissime. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un domaine d'usage compliqué? C'est un domaine d'usage où il y a beaucoup de piétons vulnérables autour. C'est pour ça qu'on sait faire des véhicules autonomes sur Mars, parce que la probabilité de renverser un Martien est faible. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer un espace dédié pour les véhicules autonomes, c'est Exactement. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont plus simples que le cas général et dans lequel ils pourraient rendre des services. Et la deuxième constat, c'est que oui, là où ils pourraient vraiment rendre des services, c'est notamment sur les voies périurbaines, congestionnées tous les matins, tous les soirs autour des grandes villes, ou dans les territoires semi-ruraux, où là, finalement, si on équipait les voies de petits équipements qui permettent de guider les véhicules au lieu de multiplier dans les véhicules tous les équipements nécessaires, les capteurs, les calculateurs, qui vont faire en plus des véhicules chers, fragiles. Voilà. Et là, on pourrait faire finalement des trains routiers. Ah oui, donc vous inversez la logique, c'est-à-dire plutôt que ce soit le véhicule qui soit un truffé de technologie, c'est la route qui va les guider. Exactement. Mais est-ce qu'on a la place? Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je prends le périphérique parisien, ça a déjà été évoqué, on peut prendre une des voies de circulation et la réserver. Mais quand c'est une nationale avec 2 voies, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la chance qu'on a, c'est que la route aujourd'hui, quand elle est congestionnée, on a l'impression qu'elle est pleine et en fait elle est vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, une voiture prend énormément d'espace, elle a besoin d'interdistance important. Et puis en plus, chaque voiture aujourd'hui emmène une personne. Donc c'est un gaspillage d'espace colossal. Avec cette technologie qu'on appelle le véhicule hétéronome, c'est un véhicule qui fonctionne avec son environnement, mais finalement on a une utilisation de l'espace tellement plus efficace que finalement, non seulement on a la place, mais on en libère. Et on pourrait récupérer de l'espace public aujourd'hui gaspillé pour des mobilités routières inefficaces à ça. D'accord, donc c'est vraiment réservé à une voie de circulation, je rappelle le principe, c'est vraiment intéressant. Après, il y a la question des freins. C'est le cas de le dire quand on parle de mobilité. Jusqu'à présent, le frein principal, il n'est pas technologique, si j'ai bien compris. Il est plus psychologique ou réglementaire, les assurances, etc., etc. Le frein psychologique, comment vous le levez, d'après vous? Alors, le frein psychologique, c'est le plus compliqué. Parce que, comme vous le dites très bien, la technologie, elle est ambitieuse, mais on a ce qu'il faut. Ce sur quoi on peut buter aujourd'hui, c'est la psychologie, on appelle ça nous les modèles mentaux, c'est-à-dire la représentation que les différents acteurs se font de la problématique. Et là, on se rend compte qu'on est très vite dans des silos, dans des jeux d'industrie qui se sont vraiment organisés pour avoir le moins d'interactions possible avec les voisins. Par exemple, l'industrie de l'infrastructure routière, l'industrie de l'automobile, que je connais très bien. En gros, ils ont une surface d'interface extrêmement faible, mais c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai aussi dans la tech. On voit également l'équivalent dans la puissance publique. Donc, c'est finalement cette idée,
le plus dur, c'est d'arriver à traverser les cloisons, à tisser des passerelles entre des mondes qui aujourd'hui se parlent peu. Et alors là, je vous écoute, c'est passionnant depuis une dizaine de minutes. Ça peut sembler utopique, sauf que là, c'est une entreprise, c'est un consortium, donc on n'est pas dans on est dans un projet économique, quoi. Absolument, c'est une idée sur laquelle nous travaillons depuis 3 ans maintenant, sur lequel nous avons un modèle économique, nous savons qu'il gagne de l'argent, nous savons qu'il est progressif, on peut commencer bien avant le véhicule autonome à structurer l'infrastructure routière avec des véhicules qui communiquent mieux, qui coopèrent mieux, pour avoir les bénéfices du véhicule autonome avant qu'il arrive, en tout cas avant qu'il fonctionne partout. Et que ça, c'est très pragmatique, ça pourrait arriver dans les 3 ans qui viennent. Dernière question, réponse rapide. Il y a déjà des collectivités locales qui sont derrière vous, parce que ça suppose de changer les infrastructures, donc ça commence. Oui, tout à fait. Le projet, évidemment, nécessite de collaborer, de coopérer avec des collectivités locales. Nous sommes en contact avec certaines, en région parisienne, dans l'Est, et aujourd'hui, les signaux sont très encourageants. On a beaucoup de... Eh bien, super, c'était passionnant, et je vous invite déjà, on fera un débat avec un représentant de collectivité locale pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre. Merci beaucoup Laurent Topin, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat tout de suite, on parle d'épargne responsable. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Frédéric Tiberghien, bonjour. Le président de FAIR, bienvenue à vous. Bienvenue également à Imad Tabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché des personnes physiques au Crédit Coopératif. On va commenter ensemble le dernier baromètre du Cercle des épargnants qui montre, que ça peut surprendre, mais que la rentabilité reste le premier critère. Bah oui, notamment chez les moins de 35 ans, c'est peut-être ça qui étonne. Mais d'abord, allez, une question de présentation. FAIR, en quelques mots, Frédéric Tiberghien. Alors, FAIR résulte de la fusion qui a eu lieu l'année dernière entre Finansol, l'association bien connue qui a créé l'épargne solidaire en France, et puis de l'Impact Investment Lab qui s'intéresse depuis toujours à l'investissement à impact social. Donc nous regroupons tous les grands acteurs de la finance solidaire et de la finance à impact social. Et nous pouvons dire que nous sommes sur un segment de la finance qui se développe depuis une vingtaine d'années à un rythme stupéfiant, qui est en moyenne de 15 à 20% par an, c'est-à-dire 10 fois plus vite que le PIB, ce qui veut dire que ça correspond à une attente de plus en plus forte des épargnants. Et c'est le paradoxe par rapport à ce que je disais en ouverture. Voilà, mais on va s'en expliquer. On va détailler ce paradoxe. Imad Tabé, le Crédit Coopératif fait partie des adhérents de FAIR. C'est quoi? C'est une banque engagée, notamment sur ces questions? Absolument. Le Crédit Coopératif est une banque nationale, alors qui est spécialisée dans le financement de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on propose à nos clients particuliers un certain nombre de produits de finances solidaires qui permettent finalement de soutenir le développement de ce marché-là. Alors, je reprends ces chiffres. Baromètre 2022 du Cercle des épargnants. 51% des moins de 35 ans privilégient un placement qui rapporte beaucoup. C'était ça la question, hein, mais n'inclut pas la responsabilité sociale parmi ses objectifs, c'est très clair. 39% des retraités prêts à investir dans un produit qui rapporte peu, mais socialement responsable. Comment vous analysez ces chiffres, Éric Tiberghien? Est-ce que moi j'y vois peut-être le signe d'une période qui est marquée par l'inflation, la paupérisation de beaucoup de Français, notamment les plus jeunes? Ça a été un des effets qu'on a visualisé, qu'on a ressenti de cette crise sanitaire. Est-ce que vous l'expliquez aussi comme ça? Moi, je l'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que depuis toujours, tous les gérants pour compte d'autrui vous expliquent qu'il y a 3 critères pour sélectionner ces investissements, ce que vous venez de résumer parfaitement: rendement, risque, liquidité. Et on vous rappelle que le rendement est lié à la prise de risque. Plus vous prenez de risque, plus vous avez de rendement, et vice-versa. Donc, c'est la culture financière traditionnelle. Et nous disons, c'est une des thèses que nous défendons depuis 30 ans, c'est que certes, ça reste le triptyque déterminant, mais il y a une partie des épargnants qui est aujourd'hui minoritaire. Donc nous avons environ 2 millions d'épargnants solidaires en France qui disent notre raisonnement n'est pas celui-là. Nous avons un triptyque impact, risque, voilà.
et le rendement est derrière. Oui. Donc c'est dans l'arbitrage entre la recherche d'impact et de rendement. Et donc il y a une catégorie d'épargnants qui dit, moi, la rentabilité financière n'est pas ma préoccupation première. Mais elle est minoritaire, cette catégorie. Elle est minoritaire, elle est très minoritaire. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est d'élargir ce cercle minoritaire. Est-ce qu'il y a un aspect générationnel? C'est-à-dire que là, on a les moins de 35 ans qui privilégient le placement qui rapporte. Alors oui, mais j'ai envie de retourner l'argument, parce qu'en France, pour être épargnant, il faut être riche, et pour être riche, il faut être vieux. Donc, dans l'épargne solidaire, comme dans le reste de l'économie, l'épargnant moyen, il a entre 45 et 50 ans. Alors, ça dépend du circuit de collecte. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà assez avancé dans sa carrière professionnelle, qui a pu épargner, et à ce moment-là, il se pose la question du sens. Et donc, nous, ce que nous disons depuis toujours à l'épargnant, c'est que très bien, vous avez votre triptyque rendement, risque, liquidité, mais mettez une petite partie de votre épargne sur des choses qui font du bien à la société. C'est toute la philosophie de l'épargne. Et nous disons en particulier, vous mettriez même 1% de vos actifs financiers sur des produits solidaires, ce serait formidable. Aujourd'hui, on est à 0,36 seulement chez les ménages. Et donc, on était à 0,05 il y a 10 ans. Donc, autrement dit, nous avons une croissance spectaculaire parce que tout le monde est conscient que notre société rencontre beaucoup de problèmes et que pour aider à la résoudre, l'investissement minoritaire... 0,36, ça reste tout petit. Oui, mais attendez, l'année dernière, on est passé de 0,30 à 0,36. Donc, c'est spectaculaire. Et donc, on gagne en audience et c'est ça qui compte. Il y a une notion de réalité économique aussi. Je reste quand même sur ces chiffres, Imad Tabé, parce que la présidente du service des épargnants, Valérie Plagnol, elle dit les jeunes sont plus dans une forme d'urgence économique. Donc ça peut être intéressant. Et puis, il y a autre chose. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué là, ces derniers jours, vous l'avez sûrement vu, c'est le chiffre sur les ventes de voitures au mois de janvier. Et on s'est rendu compte que les Français ont acheté plus de voitures de plus de 15 ans que de voitures neuves. Alors là, on peut se dire aussi, en termes d'impact, le choix, il était clairement économique et il n'a pas été le choix de l'impact. Donc, il y a cette réalité à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Donc, ça, c'est un argument qu'il est difficile de contrer pour vous, souvent? Alors non. Ça va peut-être vous surprendre, mais non. Il y a un présupposé, là, depuis le début des échanges, de dire qu'à partir du moment où on part sur du solidaire ou du socialement responsable, eh bien forcément, on va être sur du rendement moindre. Eh bien non. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est une majorité de Français, y compris de jeunes, qui cherchent à avoir des placements financiers rentables, alors, à condition d'accepter un certain niveau de risque. Le vrai critère, en fait, pour savoir si un placement est rentable ou pas rentable, c'est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. La rentabilité potentielle, elle dépend du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Quel que soit le secteur dans lequel on investit. Et oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui démontrent que les investissements socialement responsables qui prennent en compte les conséquences à long terme des activités, qui prennent en compte le caractère polluant, qui prennent en compte le respect des droits humains, qui prennent en compte la pollution engendrée. Bref, il n'y a pas d'études qui démontrent que ces investissements socialement responsables soient moins rentables. Donc aujourd'hui, opposer rentabilité et finalement vouloir investir dans des produits financiers qui respectent nos convictions, nos valeurs, ce n'est pas antinomique. Mais alors comment vous expliquez, même si les chiffres, vous nous l'avez dit, sont en forte progression, qu'on soit encore à un niveau d'épargne solidaire ou responsable aussi faible? Alors aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est sur des niveaux faibles, mais qui sont en croissance, et on a une progression très forte. Aujourd'hui, sur nos produits d'épargne solidaire, on a sur 2021 une progression qui est de 14%, ce qui est quand même beaucoup. Donc effectivement, alors après, on va avoir des personnes qui vont privilégier la rentabilité, qui n'iront pas sur des produits, par exemple, où il y a du partage, on va partager une partie des intérêts sous forme de dons avec des associations. D'autres épargnants vont être plus militants et vont finalement privilégier le partage par rapport à la rentabilité. On a vraiment tout un spectre là-dessus de motivation.
mais on trouve de tout finalement. FAIRE vient de publier un livre blanc pour développer justement la finance à impact social. Frédéric Tiberghien, je vois qu'il y a par exemple un livret d'épargne réglementée qui contribuerait plus fortement à la transition environnementale. Ça, c'est aussi un message que vous envoyez aux candidats à la présidentielle. Alors, effectivement, un de nos messages consiste à dire depuis toujours il faut que chaque produit financier ait une déclinaison solidaire ou à impact pour les proposer aux clients et c'est à lui ensuite de le choisir. Alors, nous avons obtenu la transformation du livret de développement durable en livret de développement durable solidaire fin 2016. Il est entré en application en 2020 et ce livret est intéressant parce qu'il y a 25 millions de détenteurs. Et là, je rebondis sur votre remarque de tout à l'heure. Il faut sensibiliser l'épargnant au potentiel que représente l'épargne solidaire. Et quand on parle à 25 millions de détenteurs de livrets, vous voyez bien qu'on répand dans l'opinion publique la prise de conscience de l'intérêt de ces formes d'épargne. Et donc, le LDDS est intéressant parce que depuis maintenant 1 an, il y a une obligation de financer en partie l'économie sociale et solidaire à travers la partie de l'encours du livret qui reste dans le bilan des banques. Eh bien, les premiers chiffres qui ont été publiés par notre Banque de France en 2021 sont intéressants. 16% de cet encours finance l'économie sociale et solidaire. Donc vous voyez qu'il y a aussi un engagement croissant des banques auprès des porteurs de projets à impact social et environnemental, qui est une des parties très dynamiques dans notre pays, puisque nous avons la chance d'avoir énormément de porteurs de projets. Du coup, chez les jeunes, vous notez que parallèlement à ça, de plus en plus de jeunes disent qu'ils n'ont plus envie d'aller travailler dans les entreprises qui visent uniquement le profit et qui sont irresponsables. Donc vous en avez à peu près un tiers qui dit « Moi, je veux aller dans l'économie sociale, je vais inventer des nouveaux projets socio-environnementaux ». Et donc c'est cette partie-là de l'économie émergente que l'on finance à travers cette épargne. Et elle est très intéressante parce qu'aussi dans l'économie sociale, vous avez une plus grande stabilité des entreprises. Elles ne sont pas cotées. Et donc elles n'ont pas cette obligation de servir des rendements réguliers, des dividendes, etc. On réinvestit les gains dans le projet. Et comme on est dans du no-coté, on est là pour longtemps. Et donc ce sont des entreprises qui ont des taux de sinistre beaucoup plus faibles que le reste de l'économie. Et vous avez là une partie de l'explication. Quand vous investissez dans ce secteur, vous ne perdez pas de capital, ou très rarement, parce que le risque de perte est beaucoup plus faible. Et donc, l'épargnant se satisfait d'un rendement moindre, en disant, dans le fond, je préserve mon capital, je fais du bien à la société, et j'ai un rendement modéré, mais qui est quand même satisfaisant. Un dernier élément, Imad Tabé, dans ce débat, vous avez publié en novembre dernier les résultats de votre deuxième observatoire du sens de l'argent. C'est intéressant là aussi parce qu'il y a 41% des personnes interrogées qui disent que c'est un levier pour changer le monde. Donc c'est quand même c'est un score assez haut. Mais c'est d'abord et de très très loin un moyen de se protéger pour les Français, près de 9 sur 10. Tout à fait. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas finalement les fonctions traditionnelles de l'épargne, d'avoir une épargne de précaution, de vouloir le rendement qu'on est prêt à risquer quelque part sur les produits d'épargne, et en même temps estimer que l'épargne peut contribuer à changer le monde. 41%, c'était le chiffre au niveau global, mais chez les jeunes, ça monte à 56%. Donc aujourd'hui, et c'était le sens de mon intervention, il ne faut pas opposer le rendement et la volonté avec son argent de choisir une banque, de choisir des projets qui soient en phase avec les valeurs. Aujourd'hui, les épargnants veulent quelque part le beurre, l'argent du beurre. Ils ont bien raison, parce que c'est possible. Voilà, c'est être sur de l'investissement socialement responsable, sur des banques plus éthiques, ce n'est pas il n'y a pas en contrepartie des rendements moindres. On l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours. Et pour ce Smart Ideas, j'accueille Marine Isambert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Origine L. Pourquoi ce nom? Tiens, on va commencer par là. Alors, on est une société de services dédiée à l'autisme et c'était important pour nous de trouver un nom
qui n'aggrave pas un peu la situation ou qui ne rajoute pas de lourdeur au handicap que vivent déjà les parents au quotidien. Et du coup, voilà, après un brainstorming de longues heures passées, on est tombés tous d'accord sur Originelle, cette notion de liberté, d'envol et puis voilà, de légèreté, tout simplement. Ouais, de légèreté. Vous l'avez créé quand, avec qui, et puis surtout pourquoi vous avez lancé Originelle? Alors, on l'a créé en février 2020. Ouais. Aujourd'hui, on est une équipe de 4 associés, dont 2 surtout aux manettes. Et ce projet, il est né en fait à l'issue d'un parcours en tant qu'éducatrice spécialisée dans l'autisme pendant plus de 10 ans que j'ai pu avoir. Ouais. Donc, j'ai exercé au sein d'institutions, au sein du milieu associatif et puis également au quotidien. Donc, au sein des familles. Et voilà, j'ai pu dresser un bilan qui était quand même très lourd, qui est connu maintenant. Le manque de place dans les institutions, le manque de prise en charge de qualité. Et à force de chercher les solutions à droite, à gauche et de réaliser qu'il n'y en avait pas forcément qui Vous avez dit on va les créer, quoi. On va les créer et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Alors c'est quoi? C'est une appli, c'est ça, une application? Alors pas seulement, on propose des services qui vont répondre aux enjeux que rencontrent et les familles et les professionnels de la prise en charge. Et on a effectivement développé notre application web et mobile qui, elle, va faciliter en fait la prise en charge en libéral. Donc en centralisant tous les documents relatifs à la prise en charge des enfants qui ont un handicap, donc l'autisme, et de faciliter le lien de coordination de l'équipe pluridisciplinaire qui va être mis en place autour de l'enfant. Donc c'est vraiment un outil à destination des proches, à destination des parents pour leur faciliter la vie en quelque sorte. Exactement. On appelle ça, nous on aime bien l'appeler l'assistant un peu du quotidien, pour toujours dans cette notion de légèreté et de soulager un peu ce quotidien qui est très lourd pour les familles. Donc notamment en proposant des agendas connectés, de pouvoir comptabiliser les heures de chaque intervenant, de pouvoir dialoguer entre tous les membres de l'équipe. Et voilà, donc il y a tout un tas de fonctionnalités. Oui, donc ça c'est vraiment l'appli. Puis à côté de ça, vous organisez des ateliers, des séances de sensibilisation, c'est ça? Il y a aussi tout ce volet-là? Là, c'est voilà, notre application, c'est un produit, c'est un assistant, et puis nos services proposent, eux, voilà, de répondre à un besoin des parents de trouver leur équipe. Donc là, ça va être de la mise en relation. On a également des ateliers de sensibilisation qu'on propose dans le milieu scolaire et périscolaire pour sensibiliser au handicap et faciliter l'inclusion. Et puis des ateliers de formation qui vont permettre de monter en compétences voilà, pour tous les professionnels et les aidants. C'est combien de personnes en France concernées par l'autisme? Il y a des enfants, mais il y a des adultes. Et puis, si on inclut les familles, ça peut faire combien de personnes? Pour les personnes touchées par l'autisme, c'est 700 000 personnes. D'accord. Voilà, c'est une prévalence d'une naissance sur 50. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde. Et effectivement, ça comprend les enfants, les ados et les adultes, avec chacun leur enjeu et leurs difficultés dans la prise en charge. On connaît plus souvent la difficulté pour les adultes qui ont parfois, par nécessité, doivent bouger en Belgique dans les institutions spécialisées, parce qu'en France, on n'a pas toujours les ressources, et malheureusement. On a commencé presque par ça, en parlant du nom, mais votre objectif, votre ambition, c'est aussi de changer notre regard sur l'autisme? Tout à fait, et notamment sur notre site internet. Moi, c'était un projet que j'avais aussi en tête parallèle, qui était de lancer une série de podcasts qui permettait effectivement aux familles de se retrouver dans certains témoignages et puis de pouvoir sensibiliser à l'autisme et aux difficultés qu'elles rencontraient au grand public et aux personnes qui ne connaissent pas du tout encore ce qu'est l'autisme. Et pour ça, il suffit d'aller sur le site ou de récupérer, télécharger l'appli Originelle. Merci beaucoup, Marine Isambert-Bonvent à Originelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!